Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo du cours de mécanique sur les référentiels non galiléens où on va s'intéresser à un effet remarquable du caractère non galiléen du référentiel géocentrique, c'est l'effet de marée. Alors les marées, on pense souvent que c'est un phénomène dû à l'attraction d'un astre extérieur, donc par exemple la Lune ou le Soleil. C'est en partie vrai, mais en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est une combinaison en fait du caractère non galiléen du référentiel géocentrique et d'un effet d'attraction des astres extérieurs. Et c'est ce qu'on va mettre en évidence dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, on va montrer que le référentiel géocentrique peut se comporter comme un référentiel non galiléen, et donc il va falloir définir un autre référentiel plus général qu'on va pouvoir considérer comme galiléen. C'est ainsi qu'on va définir la notion de référentiel de Copernic. Et une fois qu'on aura défini la notion de référentiel de Copernic, on va pouvoir s'intéresser à la mécanique en référentiel géocentrique non galiléen et faire apparaître donc un terme dit terme de marée. Et le but à la fin de cette vidéo, ça va être de comparer les marées dues à la Lune et les marées dues au Soleil. Est-ce que l'une des deux est négligeable par rapport à l'autre? Si oui ou sinon, quels sont le rapport des effets de marée dus au Soleil et dus à la Lune? C'est un petit peu le programme de cette vidéo. On y va tout de suite. Alors qu'avons-nous vu pour le moment? Nous avons vu que le référentiel terrestre, celui sur lequel nous effectuons nos expériences au quotidien, par exemple la chute d'une bille, pouvait être considéré comme non galiléen si les expériences duraient trop longtemps ou faisaient intervenir des objets à trop grande vitesse. Dans ce cas-là, on quittait le référentiel terrestre comme référentiel galiléen de référence et on considérait le référentiel géocentrique. Donc le référentiel géocentrique, il avait pour centre le centre de la Terre et il possédait des axes fixes qui étaient pointés vers des étoiles tellement lointaines qu'elles pouvaient être considérées comme fixes. Et dans ce référentiel, nous voyions la rotation de la Terre avec un vecteur rotation oméga, et le référentiel terrestre que nous étudions par le passé était donc ici un peu repéré par un repère qui allait tourner dans le référentiel géocentrique. Toutefois, le référentiel géocentrique peut lui-même être parfois non galiléen. Dans un certain nombre de cas, on va avoir des effets du caractère non galiléen du référentiel géocentrique. Donc on va essayer de déterminer un référentiel plus général que le référentiel géocentrique, plus galiléen en quelque sorte, et ça va être le référentiel de Copernic. Alors le référentiel de Copernic, sa définition, c'est un référentiel dont l'origine est le centre de masse du système solaire et dont les axes pointent vers trois étoiles suffisamment éloignées pour pouvoir être considérées comme fixes. Alors il y a une petite différence avec le référentiel héliocentrique dont le centre de masse est l'origine est le centre de masse du Soleil. Le référentiel de Copernic est un petit peu plus général puisque son centre de masse, enfin son origine, c'est le centre de masse du système solaire. Alors, étudions un petit peu la situation en dessinant donc le référentiel de Copernic. Donc nous avons ici le centre de masse du système solaire qui est pas très loin du centre de masse du Soleil, et nous dessinons trois axes. Je vais les dessiner un tout petit peu plus petit. Trois axes qui pointent vers des étoiles très lointaines. Ça, c'est le référentiel de Copernic, avec ici le Soleil, donc, que je représente. Et la Terre, elle, a une trajectoire, nous savons, circulaire autour du Soleil, enfin elliptique, mais on peut considérer dans un premier temps cette trajectoire comme circulaire. Et le référentiel géocentrique, rappelons-nous, était centré sur le centre de la Terre et possédait trois axes fixes qui pointaient vers des étoiles lointaines, qui peuvent être à peu près potentiellement les mêmes étoiles que celles vers lesquelles pointent les axes du référentiel de Copernic. Donc là, nous avons le référentiel géocentrique. On peut s'intéresser donc au mouvement relatif du référentiel géocentrique par rapport au référentiel de Copernic. Pour cela, ça peut être intéressant de tracer le référentiel de géocentrique à un autre instant. Donc il est ici, et les trois axes qui le caractérisent sont ainsi. À un autre instant, le référentiel géocentrique est ici, avec ces trois axes ici. Et donc nous pouvons, donc là je remets que ça c'est le référentiel géocentrique à un autre instant, et ça c'est encore le référentiel géocentrique. Nous pouvons ainsi voir que le mouvement du référentiel géocentrique, c'est une translation
circulaire et non pas une rotation, parce qu'on voit que les axes gardent des directions parallèles au cours du temps. Donc le référentiel géocentrique est en translation circulaire autour par rapport au référentiel de Copernic. Alors ça va avoir des conséquences importantes. La conséquence la plus importante, c'est que par exemple, quand on fait des changements de référentiel, c'est que le vecteur rotation du référentiel géocentrique par rapport au référentiel de Copernic est nul. Une chose très importante aussi, c'est donc que l'accélération de Coriolis, qui sera due au fait que le référentiel géocentrique est énonguélien, est aussi nulle. Donc, ça, ce sont deux conséquences importantes. Et si le référentiel de Copernic est considéré comme galiléen, eh bien le référentiel géocentrique, lui, ne sera plus considéré comme galiléen puisqu'il n'est pas en translation rectiligne uniforme par rapport à lui. Donc, une autre conséquence, c'est que R géocentrique n'est pas en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel de Copernic. Et donc, si le référentiel de Copernic est galiléen, le référentiel géocentrique est donc non galiléen dans ce point de vue. Analysons maintenant une conséquence du caractère non galiléen du référentiel géocentrique, c'est ce qu'on appelle l'effet de marée. Donc on a un exercice qui est donné ici, on va l'étudier, donc on va prendre le temps de l'étudier, donc je mets juste l'énoncé. On va le lire ensemble, on va étudier un corps dans le référentiel géocentrique, mais qu'on va considérer comme non galiléen. Ce corps, donc on est dans le référentiel géocentrique, a priori on s'intéresse dans un premier temps au référentiel géocentrique. Donc là c'est le centre, je vais appeler ce point là T, c'est le centre de la Terre, et ici je mets trois axes très lointains. Donc on s'intéresse à la Terre, et sur la Terre on s'intéresse à ce qui se passe au niveau d'un point M à sa surface. Donc ça, c'est le point de vue de ce qui se passe dans le référentiel géocentrique. Donc dans le référentiel géocentrique, voici la situation que nous étudions. Et on nous dit que le point M, il est soumis à un champ de gravitation créé par la Terre et un champ de gravitation créé par les autres astres qui sont autour de la Terre. Donc par exemple, le Soleil qui peut être lointain et la Lune également. Donc en M, il y a le champ de gravitation créé par la Terre et le champ de gravitation créé par les autres astres. Et donc on pourrait être amené à écrire une deuxième loi de Newton appliquée au point M dans le référentiel géocentrique. Mais comme ce référentiel géocentrique est non galiléen, il va falloir ajouter des forces d'inertie. C'est ce qu'on va se proposer de faire. Et on va notamment devoir exprimer la force d'inertie de Coriolis et la force d'inertie d'entraînement, mais nous avons vu qu'il n'y aurait pas de force d'inertie de Coriolis, puisque le référentiel géocentrique est en mouvement de translation circulaire par rapport à un référentiel galiléen, le référentiel de Copernic. Et c'est pour ça que nous allons davantage étudier désormais le mouvement du référentiel géocentrique dans le référentiel de Copernic, et ça c'est ce que nous propose la question 1. La question 1 nous propose juste d'étudier le mouvement de la Terre dans le référentiel de Copernic. Alors là nous allons faire un dessin dans le référentiel de Copernic. Alors le référentiel de Copernic, ici je l'appelle RG comme référentiel galiléen, et le référentiel géocentrique je l'appelle R'(NG) comme non galiléen. Donc dans le référentiel de Copernic, eh bien nous avons un schéma qu'on peut représenter ainsi, le Soleil, avec ses trois, son repère et ses trois axes fixes. Et puis nous avons la Terre ici, de centre T. J'appelle T le centre de la Terre comme au-dessus. Et nous savons que le mouvement de la Terre, dans une première approximation, peut être considéré comme circulaire. Nous pouvons écrire sur le système Terre, dans le référentiel
R Copernic, donc RG, référentiel de Copernic qui est galiléen, la deuxième loi Newton sur la Terre. Quand nous écrivons ça, nous trouvons que la masse de l'accélération de t par rapport au référentiel de Copernic est égale à la somme des forces extérieures qui s'appliquent dessus. Mais la somme des forces extérieures, eh bien, c'est finalement la force de gravitation. Alors, pardon, la masse de la Terre, je vais l'appeler grand M, pour la différencier de la masse de notre point, de l'autre point qu'on considérera tout à l'heure. C'est donc la force de gravitation. C'est une force de gravitation qui s'applique sur la Terre, essentiellement due au Soleil, mais potentiellement due à tous les astres aussi. Donc, essentiellement due au Soleil, donc je la représente comme ça, mais elle peut être aussi due aux autres astres du système solaire. Donc, nous savons qu'une force de gravitation est égale à la masse fois le champ de gravitation créé donc par tous les autres astres au niveau de la Terre, donc au niveau de son centre de masse T. Puis donc directement que l'accélération de la Terre par rapport au référentiel Copernic-Galiléen est égale au champ de gravitation de tous les astres au niveau du point T. Alors pourquoi avons-nous fait ça? Parce qu'en fait, si vous regardez bien, la Terre, elle est en translation par rapport au référentiel de Copernic. Donc tous ces points, finalement, ont la même accélération par rapport au référentiel de Copernic. Et donc, l'accélération de t par rapport à RG, c'est ce qu'on appelle l'accélération d'entraînement due au caractère non galiléen du référentiel géocentrique, puisque ça, c'est aussi l'accélération de t qui est l'origine du référentiel non galiléen géocentrique par rapport au référentiel de Copernic. Donc cette première question, en fait, nous a permis de trouver l'accélération d'entraînement due au fait que le référentiel géocentrique est non galiléen. Donc maintenant qu'on a l'accélération d'entraînement dans le référentiel géocentrique, on va pouvoir considérer désormais le référentiel géocentrique. Donc là, je me remets dans R géocentrique qui est le référentiel non galiléen ici. Et donc là, cette fois-ci, je suis centré sur le centre de la Terre. Et on va s'intéresser à un point M, à sa surface. Donc on change le système et on change de référentiel. Le système, désormais, c'est le point M de masse M. Alors cette fois-ci, je l'appelle petit m pour différencier de la masse de la Terre. Et le référentiel d'étude, c'est géocentrique, que j'appelle R'Ng, référentiel non galiléen ici, et donc qui est non galiléen. J'écris à nouveau la deuxième loi Newton. Et donc je vais avoir que la masse de m fois son accélération dans le référentiel géocentrique, elle est égale eh bien, à la somme des forces qui s'exercent dessus, donc qui sont des forces de gravitation essentiellement ici. Donc la force de gravitation, donc je vais mettre les forces de gravitation, on verra après comment on les exprime. Et puis ensuite, il y a la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis à considérer. La force de gravitation, elle est due à la fois à la Terre, donc ça va être la masse fois le champ de gravitation dû à la Terre et évalué au point M, mais il y a aussi potentiellement les forces de gravitation de tous les autres astres, le Soleil, la Lune, évalués au point M, qui peuvent aussi avoir un impact sur le mouvement du point M. La force d'inertie d'entraînement, eh bien c'est moins la masse fois l'accélération d'entraînement due au caractère non galiléen du référentiel géocentrique, mais nous avons vu que ça, comme dans un cas de translation du référentiel non galiléen par rapport au référentiel de Copernic, c'est la masse fois l'accélération du centre du référentiel non galiléen qui est T par rapport au référentiel galiléen de Copernic. Et ça, eh bien, c'est exactement ce que nous avons calculé dans la question 1, c'était le rôle de la question 1, et nous avons vu que c'était le champ de gravitation de tous les astres évalué au point T. Donc la force d'inertie d'entraînement est connue, et il nous reste la force de Coriolis, donc la force de Coriolis que je remplis ici. Mais la force de Coriolis, nous savons que c'est la masse fois l'accélération de Coriolis, mais ça, nous savons que c'est égal au vecteur nul, puisque le vecteur rotation du référentiel géocentrique par rapport au référentiel de Coriolis
était nul, vu que le mouvement relatif des deux référentiels, c'est un mouvement de translation. Autrement dit, on peut réécrire la seconde loi de Newton ainsi. La masse du point M fois son accélération dans le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique, c'est la même chose que R'Ng. J'utilise juste les notations de l'énoncé. Est égal à sa masse fois le champ de gravitation terrestre. Donc ça, c'est ce qu'on écrirait usuellement. Quand on fait une chute libre d'un point euh, dans le référentiel géocentrique, on dirait que c'est égal à la force de gravitation, et si on négligeait les autres astres, on dirait que c'était juste la force de gravitation terrestre, mais auquel désormais on va rajouter plus m fois le champ de gravitation des autres astres évalué en m, et si je rajoute la force d'inertie d'entraînement, j'ai moins le champ de gravitation créé par les autres astres en t. Voilà l'influence des champs de gravitation créés par tous les astres autres que la Terre, donc potentiellement la Lune et le Soleil. Elle se situe ici, dans un terme qu'on appelle le terme de, pardon, le terme de marée. Si on analyse un petit peu cette expression, imaginons que vous vous intéressez donc ici la Terre, étudiant le référentiel géocentrique, et vous intéressez à de l'eau qui est sur la Terre. De l'eau d'un océan qui est sur la Terre, et c'est ça le point M pour l'instant. Eh bien, cette eau, elle est attirée par le champ de gravitation terrestre, ça, on s'y attendait, mais elle subit une force due au champ des autres astres, et qui est finalement une différence entre le champ des autres astres évalué en M, ce point-là, et le champ des autres astres évalué en T. Et quand on fait la différence entre le champ des autres astres évalué en M et évalué en T, on a une force supplémentaire qui s'exerce sur le point M, et c'est cette force qui va être à l'origine du terme de marée, et ça on va l'illustrer désormais avec la suite. Pour cela, on va revenir juste sur l'énoncé. Regardez, dans l'énoncé, maintenant, on va s'intéresser à un autre astre qui est A, qui va être ainsi considéré. On va ici avoir la Terre, donc la Terre est ici. Le point M, qui par exemple un point d'océan, va être situé ici. On va considérer deux cas. Le point M qui est en fait entre l'astre, qui peut être le Soleil ou la Lune, au besoin, et le centre de la Terre, et un point M qui est de l'autre côté du centre de la Terre par rapport à l'astre. Vous avez l'astre qui est ici, le centre de la Terre qui est ici, on va prendre le point M qui est ici. On va regarder dans les deux cas l'effet du terme de marée qu'on a vu qui est apparu ici, F marée, dans la seconde loi de Newton. Alors, essayons de déterminer l'expression du terme de marée dans ces deux cas. Donc on va faire le premier cas, c'est-à-dire celui-là. Donc allons-y. Donc c'est la question 3, et puis on fera la question 4 dans la foulée. Donc dans la question 3, on va considérer la Terre, un astre, Soleil ou Lune. Donc la Terre est représentée par un point T, et on considère le point M qui est ici. Et on nous demande d'évaluer le terme de marée. Je vais juste simplifier mon schéma parce qu'il y a trop de choses écrites. T est ici, A est ici, et on doit exprimer le terme de marée. Donc le terme de marée évalué au point M, nous avons vu que c'était le champ de gravitation créé par la Terre, par l'astre au point M, moins le champ de gravitation créé par l'astre au point T. Or, le champ de gravitation créé par l'astre, eh bien, ça, c'était rappelé dans l'énoncé, c'est moins la constante de gravitation universelle fois la masse de l'astre sur la distance entre l'astre et le point M. Au carré, le tout porté par un vecteur radial ER. Donc ici, ER va de l'astre vers le point M. Hein. Donc DAM, c'est la distance ici. C'est la distance AM en fait. Hein. Donc on peut l'écrire ainsi. Donc ça, c'est quand on s'intéresse à l'évaluation du champ de gravitation au point M. Et je peux faire la même chose au niveau du champ de gravitation au point T.
c'est moins GMA sur la distance AT au carré portée par ER. Donc le terme de marée, en fait, et ER ici, ER au pointé, hein, parce que ER, c'est ER au pointé, ce serait ceci. Qui est donc la même chose que le vecteur ER au point M, puisque ce sont des vecteurs unitaires de même direction. Donc ça fait, on peut dire que c'est moins GMA ER, facteur de 1 sur la distance AM au carré, je peux aussi écrire AM au carré, moins 1 sur AT au carré. Alors maintenant, on va essayer de simplifier cette expression. On peut remarquer que AM carré, c'est la même chose que AT moins TM, ça se voit directement sur le schéma. Hein. Vu la configuration ici, AM c'est AT moins TM. Et donc AT, ça va être beaucoup plus grand que TM au vu de la configuration, puisque AT c'est la distance entre l'astre et le centre de la Terre, alors que TM c'est le rayon de l'astre. Donc je peux faire une factorisation pour faire apparaître un terme petit devant 1, donc TM sur AT, le tout au carré. Et ce qui me permet d'écrire que la force de marée va être égale à moins M. J'ai oublié, excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'ai oublié un facteur M ici. Donc là, il manque aussi un facteur M ici. Donc je le remets ici. Moins M, G, MA. Je factorise par AT carré. Et donc là, il me reste 1 sur 1 moins TM sur AT. Moins 1. Donc là, nous avons l'expression de la force de marée. Et pourquoi j'ai fait apparaître ça? Parce que ce terme-là est très petit devant 1. Et donc, je peux simplifier ce qu'il y a dans la parenthèse en faisant un développement limité de bien 1 plus x à la puissance moins 1,5. On sait que c'est 1 moins x sur 2 plus petit o de x au voisinage de 0. X est très petit devant 1. Donc je vais faire la simplification ici, puisque ça va nous faire moins g ma sur at carré, ER. Et donc là, j'ai 1 moins tm sur at carré puissance moins 2. Pardon, je fais puissance moins 1,5. C'était puissance moins 2. Puissance moins 2, c'est 1 moins 2x plus petit o de x, pardon. Donc là, ça va me faire 1 plus 2 tm sur at. Tm sur at. Moins 1. Et donc, on trouve que la force de marée, dans ce cas, vaut moins m, g, la constante de gravitation universelle, ma, sur at au cube, fois 2 tm er. Et alors, je vais juste prendre les notations maintenant intéressantes. Notamment, dire que Tm, alors si on revient sur Tm, je l'avais dit tout à l'heure, mais Tm, c'est le rayon de la Terre. Et D de AT, c'est la distance entre l'astre et la Terre. Donc ça fait moins 2 fois le produit des masses, MMA, fois G, fois le rayon de la Terre sur la distance entre l'astre et la Terre. Donc je vais noter DAT au cube ER. Voici la force de marée dans le cas de la question 3. On peut aussi traiter la question 4. Donc la question 4, c'est la même situation, sauf que, donc on a toujours l'astre qui est ici, la Terre qui est ici, sauf qu'on ne s'intéresse plus à un point M qui est ici, mais à un point M qui est ici. Et donc, la seule conséquence, c'est que désormais, en fait, AM carré, c'est égal à AT plus TM au carré. Et quand on fait le même développement que précédemment, ce qui va juste changer, c'est ce plus ici, qui va se transformer en plus ici au final. On peut refaire exactement la même démonstration, et là, on va directement annoncer le résultat. De M, la force de marée
au niveau du point M, elle vaudra plus M, G, MA sur la distance entre l'astre et la Terre au cube, fois le rayon de la Terre, fois E. Donc maintenant, on va essayer de prendre un petit peu de recul là-dessus. Regardez ce qui se passe si on fait la synthèse. Donc on a un astre qui est ici. On a un astre qui est ici. Et puis on a la Lune ou la Terre, ou la Lune ou le Soleil, pardon. Et on s'intéresse à ce qui se passe sur la Terre ici. Et bien nous avons vu que si nous prenons un point M ici, il est bien entendu attiré par une force de gravitation euh, de la Terre, ça c'est certain. Mais il a en plus un terme de marée qui est suivant moins ER ici. C'est celui que nous avions trouvé ici. Maintenant, si on prend un point M ici, il subit une force de marée vers la droite. Cette force de marée, contrairement à ce qu'on croit usuellement, n'est pas due uniquement au champ de gravitation exercé par l'astre sur le point M. Il est dû, si on regarde bien l'expression du champ de marée, à la différence entre le champ de gravitation créé par l'astre au niveau du point M et l'accélération d'entraînement, qui est le champ de gravitation créé par l'astre au niveau du point T. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le terme de marée, il est un petit peu plus compliqué que ce qu'on croit d'habitude. D'habitude, on a l'impression que le terme de marée, ce n'est juste que la force de gravitation créée par l'astre sur le point M. En fait, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué. C'est la différence entre cette force de gravitation et la force d'inertie d'entraînement due au caractère non galiléen du référentiel géocentrique. Mais quoi qu'il en soit, nous voyons que les forces de marée sont comme ça. Donc imaginons que ce point M, ce soit de l'océan en fait à la surface de la Terre. Donc on peut imaginer que on a plein de points M comme ça à la surface de la Terre qui font un océan. Si on imagine que la Terre est essentiellement couverte d'eau, eh bien on voit que les points situés de part et d'autre de la Terre sont finalement attirés vers la gauche ici et vers la droite ici, les points d'eau. Ce qui correspondrait, si vous êtes un individu qui est ici, à une sorte de marée. Alors, vous êtes ici, vous êtes ici, pardon, vous êtes ici, vous voyez une marée montante. A contrario, si vous êtes là, vous voyez que l'eau est assez basse, vous voyez une marée descendante. Et ça reste tout le temps comme ça. Mais sauf que vous êtes là, on est en train de faire une étude dans le référentiel géocentrique. Et il ne faut pas oublier que la Terre tourne dans le référentiel géocentrique. Donc vous qui êtes ici maintenant, bientôt vous serez ici. Et vous passerez d'une marée basse à une marée haute. Mais un peu plus tard, vous serez ici, et vous reviendrez sur une marée basse, et enfin, vous reverrez une marée haute un peu plus tard. Le tour s'effectuant environ en 24 heures, et bien vous voyez 2 marées hautes et 2 marées basses par 24 heures. Donc, la présence de 2 marées par jour à la surface de la Terre s'explique par le terme de marée. Le terme de marée explique donc la présence de 2 marées par 24 heures. Alors, on peut effectuer des applications numériques parce que je vous ai dit que jusqu'à présent, l'astre pouvait être la Terre ou le Soleil. Pardon, l'astre pouvait être la Lune ou le Soleil indépendamment. Et donc, eh bien, on peut reprendre l'évaluation du terme de marée en remplaçant. La Lune est beaucoup moins massique que le Soleil, mais la Lune est beaucoup plus proche que le Soleil. Donc vous voyez que le terme MA sur DAT cube, on ne sait pas trop s'il va être favorable au Soleil ou à la Lune, puisqu'il y en a un, c'est au niveau de la masse qui va être beaucoup plus prépondérant, et l'autre, ça va être au niveau de la distance que son effet va être beaucoup plus prépondérant. Et donc l'énoncé nous donne la masse de la Lune, la masse du Soleil, la distance Terre-Lune et la distance Terre-Soleil. Je vous le remets, c'est ici. Ils sont donnés ici. Et bien à partir de ces grandeurs, on peut donc calculer les termes de marée, c'est-à-dire les intensités des forces euh, pour la Lune et pour le Soleil, et on peut essayer de voir laquelle a un rôle prépondérant. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on peut par exemple calculer la norme de la force de marée due à la Lune sur la force de marée due... Non, la norme de la force de marée due à la Lune sur la force de marée due au Soleil. Alors, il y a plein de termes qui vont se simplifier, notamment la constante de gravitation universelle, la masse petit m. Il va rester
la masse de la Lune sur la masse du Soleil, fois la distance Terre-Soleil au cube sur la distance Terre-Lune au cube. Et ça, quand on fait le calcul avec les applications numériques données, on trouve 2,4. C'est-à-dire que la force de marée de la Lune est supérieure à la force de marée du Soleil, mais uniquement d'un facteur 2. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus négliger la force de marée du Soleil, et donc les deux ont un rôle, la Lune et le Soleil, et donc on va bien voir que si la Lune et le Soleil en plus sont alignés quand on les regarde depuis la Terre, ça va avoir un effet qui va se combiner, alors que si les directions de la Lune et du Soleil sont orthogonales par rapport à la Terre, les effets vont être moins forts, et donc c'est pour ça qu'on a différents types de marées au cours de l'année, en fonction des alignements respectifs de la Terre, de la Lune et du Soleil. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que la Lune a un rôle 2,4 fois plus important que le Soleil, qui n'est donc pas négligeable dans les effets de marée. Et les marées seront maximales quand Terre, Lune et Soleil seront alignés. C'est-à-dire, je vais faire un schéma, si vous avez la Terre qui est ici, la Lune qui est ici et le Soleil qui est ici, c'est là où vous aurez les marées, j'exagère, hein, mais les plus importantes. Alors que quand on sera dans des directions différentes, que le Soleil ne sera pas dans ici ou ailleurs, eh bien on aura des marées moins importantes. Donc c'est la combinaison des effets de la Terre et de la Lune et du Soleil qui vont maximiser les marées. On appelle ça par exemple les marées de vives eaux. Celles-ci, ce sont les marées de vives eaux, c'est celles qui ont des amplitudes, des coefficients les plus importants. Voilà donc pour la manifestation principale du caractère non galiléen du référentiel géocentrique, c'est cet effet de marée qu'on étudie donc en introduisant le référentiel de Copernic qui lui sera considéré géocentrique lors de l'expérience.